Merci de nous rejoindre pour ce numéro d'Hebdo Santé consacré cette semaine au traitement des fibromes. Problème de santé majeur chez les femmes en âge de procréer sur le continent. Les fibromes concernent 20 à 50% des femmes de plus de 30 ans et sa fréquence augmente avec l'âge chez les femmes non ménopausées. Alors que l'ablation de l'utérus était le principal traitement des fibromes utérins jusqu'à récemment, l'UEFU où l'embolisation, grâce à la radiologie interventionnelle, se présente aujourd'hui comme une alternative à la chirurgie. Des spécialistes de la question sur ce plateau nous en diront plus sur les traitements de cette affection. Professeur Paulette Yapo, professeur titulaire en radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale, chef de service de radiodiagnostic et imagerie médicale du CHU de Treichville. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes radiologue interventionnel pionnière du traitement des fibromes par la radiologie embolisation des fibromes utérins, UEFU en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. En tout cas, c'est un honneur. Également avec nous sur ce plateau, professeur Privaguier. Vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Treichville. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous dites les fibromes. Alors, faut-il comprendre qu'il y a plusieurs types de fibromes? Alors, les fibromes, généralement, on dit les fibromes parce que ils sont plusieurs et en fonction de leur localisation, on peut dire les fibromes. D'accord. Alors, quelle est la situation de ces fibromes aujourd'hui en Afrique, dans le monde? Vous l'avez bien introduit, hein, le fibrome, surtout en Afrique, c'est une pathologie qui est très fréquente. Nous, en tant que gynécologue, on ne peut pas faire une consultation sans qu'on ne rencontre dans la journée une femme qui vient pour un fibrome utérin. Donc, c'est une pathologie très fréquente. À peu près 6 femmes sur 10 vont présenter un fibrome utérin qui se manifeste. Alors, quels sont les signes d'appel? Comment une femme peut savoir qu'elle a un fibrome? Alors, les signes d'appel, il faut savoir que le fibrome peut être découvert surtout quand il y a des manifestations telles que l'hémorragie. Ce sont ces règles qui sont plus abondantes qu'avant et qui durent dans le temps. On parle de ménométrorragie. Deuxième signe qui peut amener en consultation, c'est l'abdomen qui augmente de volume parce que la tumeur va grossir, donc la femme va palper une masse qui est au niveau du bas-ventre et qui va l'amener en consulter. Et puis, autre élément, c'est quand il y a des complications, soit des douleurs, soit l'incapacité d'avoir un enfant qui va l'amener à consulter et le gynécologue va découvrir qu'il y a un fibrome qui peut gêner l'implantation ou bien l'apparition d'une grossesse. Alors, ce sont généralement ces signes. Généralement. Alors, professeur Yapo, j'ai parlé donc de 30 ans. Est-ce que au-delà, une femme peut développer une fibrome? Mais les fibromes utérins, vous l'avez dit, surviennent chez les femmes qui sont en âge de procréer. Et on s'est rendu compte, des études ont montré justement qu'à partir de 35 ans, il y a à peu près 6 à 8 femmes sur 10 de femmes de race noire, qui peuvent présenter des fibromes qui vont effectivement se manifester. Et en général, les fibromes, en approchant de la ménopause, ne s'expriment plus. D'accord. Voilà. Donc, généralement, vous avez dit les femmes noires. Hein. Les femmes noires, c'est vraiment la pathologie de la femme noire. D'accord. Voilà. Ok. Là, le professeur l'a dit, avec l'incidence en Afrique. Bien sûr, est-ce qu'il existe un traitement? Là, nous parlons de traitement des fibromes. Est-ce qu'il existe des traitements pour cette maladie? Enfin, il existe des moyens de prendre en charge ces fibromes. Des moyens de prendre en charge? Des moyens de prendre en charge des fibromes. Parce que dit traiter le fibrome disparaît pour toujours, ils peuvent repousser après. Sinon, il y a des traitements qui vont du traitement médical au traitement chirurgical et il y a la radiologie interventionnelle. Et maintenant, il y a également la technique de l'utilisation d'ultrasons qui vont permettre donc d'améliorer la prise en charge de ces patientes-là. Donc, du médical à un peu plus poussé, tel que l'EFU dont vous avez parlé tout à l'heure, et l'ultrason focalisé. En parlant des 2 premiers traitements, est-ce que ça se fait toujours? Les autres traitements?
Les deux premiers traitements que vous avez cités, je veux dire... Le traitement médical, oui. Le traitement médical. Le traitement chirurgical. Quelquefois, ça dépend de où on se situe. On peut faire le traitement médical quand il y a des manifestations comme l'hémorragie. Donc, on met un traitement médical qui va arrêter les saignements et il y a des médicaments qui ont tendance à réduire les tailles des fibromes, qui vont aider peut-être à opérer après ou bien même quand ça a bien réduit, on peut laisser le temps et puis après, il peut avoir une grossesse. Donc, il y a un traitement médical et il y a le traitement chirurgical classique. Qui se fait de moins en moins. Le traitement médical? Qui se fait de moins en moins aujourd'hui. Non, ça dépend du fibrome. D'accord. Donc, en fonction des indications, le médecin va dire, je choisis un traitement médical ou je choisis un traitement chirurgical ou je propose une embolisation ou l'autre technique qui, malheureusement, pour le moment, en Afrique subsaharienne, ne se fait pas encore. C'est le médecin qui décide du traitement qui doit se faire. Oui, le médecin décide. Le gynécologue décide et il dit, bon, enfin, en fonction du fibrome, de la présentation du fibrome. Alors, professeur Yapo, à partir de quel moment on décide de pratiquer, par exemple, l'embolisation? Très bien. L'embolisation se décide après une consultation multidisciplinaire. C'est-à-dire que c'est le médecin gynécologue qui va voir la patiente en premier lieu et en fonction des indications, en fonction de la présentation des signes de la patiente, en fonction des images les images qu'on obtiendra lors de l'exploration, quand on examinera la patiente, le gynécologue décidera de nous la confier. Donc c'est vraiment à l'issue d'une consultation multidisciplinaire concernant à la fois le gynécologue, qui est le premier médecin que voit la patiente, puis nous venons en seconde intention. Alors je précise qu'on parle du fibrome utérin. Le fibrome utérin, l'embolisation des fibromes utérins, donc les FU. Alors on va d'abord revenir un peu à cette technique. Depuis quand est-ce qu'elle est pratiquée? Cette technique existe depuis 1995, mais en Afrique subsaharienne, elle n'existe que depuis le 23 février 2012. D'accord. 2012, et à ce jour, nous avons traité environ 200 patientes par cette technique. Alors, où est-ce qu'elle se pratique? Dans plusieurs pays, seulement en Côte d'Ivoire? En Afrique subsaharienne, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que nous pratiquons cette technique. Alors, vous avez dit tantôt, vous avez déjà traité pas mal de femmes, avec succès? Oui, avec succès. Environ 200 patientes ont été traitées et parmi ces 200 patientes, il y a à peu près 65 qui sont venues avec comme indication première un désir de maternité. Et sur ces 65, nous avons eu environ 12 grossesses. Alors, professeur Guier, j'ai bien envie de vous demander quelle appréciation vous faites de cette technique d'embolisation? Mais c'est une technique révolutionnaire, même si elle date d'un peu longtemps, mais elle est révolutionnaire. Parce que nous, gynécologues, il y a des fois, nous avons des difficultés. On avait comme méthode thérapeutique le traitement médical et la chirurgie. Parfois, la chirurgie est compliquée. Il y a des risques donc d'hémorragie très importants. Il y a des risques même d'enlever l'utérus. Et on est confronté quelquefois à des patientes qui n'ont pas d'enfants. Et chez elles, garder l'utérus est un élément important. Et donc, dans ce cas-là, le FU est une alternative dans la conservation de cet utérus et dans la possibilité d'avoir un enfant. Donc, pour nous, nous sommes très contents que les radiologues interventionnels soient là. Et il y a des fois, on leur fait la passe. Et on travaille ensemble. Après les FU, les malades, les patientes reviennent et puis on continue la prise en charge. D'accord. Alors nous sommes justement, nous nous sommes rendus à l'Institut de cardiologie d'Abidjan où est installée donc cette radiologie interventionnelle et nous avons vu les installations. Suivez. Vous vous trouvez dans la salle de commande de l'hémodynamique. C'est dans cette salle que les commandes se font. Et sont enregistrées l'intervention qui s'est faite dans l'autre salle que vous voyez derrière moi. Mais la place de ce dispositif, ça permet d'enregistrer, de visualiser en même temps que le chirurgien, de voir l'intérieur même de l'organe à opérer. Parce que quand on place une pile, déjà à partir d'ici, tous les apprenants qui sont ici, c'est-à-dire ils interviennent en même temps que l'opérateur. Ils suivent directement ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette salle, c'est le bloc. C'est ici, nous faisons les opérations. Cet appareil, c'est un purificateur
d'oxygène. Donc, s'il y a des mauvaises odeurs, s'il y a vraiment il y a des courants d'air qui ne sont pas adaptés, cet appareil est là pour purifier. Ça, c'est la table d'opération. La table d'opération, comme on le voit, ça, le malade se couche, il met la tête là, donc il se couche dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la table d'opération. Et c'est avec ces boutons, on bouge, voilà. Donc, on prend ça pour déplacer le patient. Mais ce que je vous dis, je vous rappelle que c'est une salle de radio. Donc, cet appareil, c'est une salle de radio. Et toutes les images qui sont sur cet écran, c'est rapporté à la salle de visualisation. Donc, c'est dans cette salle-là, on voit si l'opérateur a besoin d'une image déjà passée, c'est par là-bas, on manipule tout cela. Cet appareil, c'est un aspirateur. C'est pour aspirer. Si le malade a des difficultés, c'est pour aspirer, surtout au niveau des enfants. Puisque dans cette salle, il y a plusieurs examens qui se font. Il y a le cathétérisme des enfants, cathétérisme cardiaque des enfants. C'est ici, on ferme les CIA, les malformations, les CIV, les PCA. Et dans cette même salle, on fait encore l'embolisation dont nous sommes en train de parler. Voilà. Et ces deux appareils qui sont ici, c'est des injecteurs. C'est des injecteurs. On met la seringue là. Lorsqu'on a besoin d'injecter du contraste, et ce sont ces appareils-là, à partir de ça qu'on fait les injections. Ces deux appareils, ça c'est électronique. Bon, ça c'est un peu ancien. Ça c'est un peu ancien, mais c'est ça qu'on utilise. Ça c'est nouveau, c'est électronique. Et cette table ici, bon, cet appareil, c'est la même chose que là-bas, hein, mais de temps en temps, on utilise pour d'autres examens. Quand on veut faire le pacemaker, par exemple, on utilise cet appareil-là pour scoper les gens. Donc ça, c'est un scope. Ça, ici, ça, c'est un défibrillateur. Parce qu'au cours de l'examen, il peut y avoir un arrêt cardiaque. Oui. Et c'est avec cet appareil-là, on fait marcher le cœur. Alors, vraiment un peu, voici les installations de la radiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Nous tenons à dire grand merci à monsieur le directeur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, professeur Seka, qui nous a donc permis de visiter donc cette unité. Alors, vous avez dit que c'est pratiquement le seul centre en Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela ne pose pas un problème d'accessibilité des femmes qui ont besoin effectivement d'embolisation? Mais nous sommes déjà très heureux d'avoir ce centre. Alors, M. Kwasi présentait tout à l'heure tous les instruments, tous les appareils qui sont dans ce centre parce que ce centre est dédié à plusieurs autres interventions. Le cœur, et c'est dans cette salle que nous faisons également l'embolisation des fibromes utérins. Mais il faut savoir que un fait est d'avoir l'appareil, mais un autre fait est d'avoir les ressources humaines. Et pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux à pratiquer cette activité en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc déjà, nous sommes très heureux d'avoir l'appareil. Nous sommes en train de mettre en place notre équipe pour pouvoir prendre en charge ces patientes. Mais je veux dire, est-ce que vous arrivez effectivement à satisfaire, à répondre à l'offre au niveau national et au niveau sous-régional? Tout à fait. Tout à fait, pour l'instant tout à fait, parce que nous recevons déjà pas mal de patientes qui viennent de la sous-région, d'environ 7 à 8 pays de la sous-région, et nous arrivons à répondre à toutes ces préoccupations. Alors j'aimerais demander à professeur Guillet, une femme qui a déjà été traitée, peu importe le traitement, que ce soit médical, que ce soit chirurgical, que ce soit par embolisation, est-ce qu'elle peut, refaire des fibromes? Oui, malheureusement oui. Parce que la source du fibrome, pour le moment, n'est pas bien connue. Mais ce n'est pas parce qu'on a enlevé un fibrome que c'est terminé. Le processus, généralement, on pense au rôle des oestrogènes, ce sont des hormones.
Et tant qu'il y aura ces oestrogènes-là, il y a la possibilité que d'autres fibromes apparaissent. D'accord. Voilà. Alors, professeur Riapo, je voudrais revenir un peu à cette intervention, l'intervention par radiologie interventionnelle. Comment est-ce que, malheureusement, on n'a pas vu d'intervention d'embolisation, on a vu les installations, mais comment se pratique donc cette opération, cette intervention? Je voudrais juste faire remarquer très rapidement, avant de vous expliquer comment cela se passe, que la différence avec la chirurgie, justement, concernant l'embolisation, c'est que nous essayons de faire en sorte que les fibromes qui sont embolisés soient traités définitivement. D'accord. C'est vrai que c'est l'utérus qui va produire les fibromes, mais quand on sait que la durée de vie, fait le temps que met un fibrome pour s'exprimer, il faut compter à peu près 15 à 20 ans. Quand nous avons traité la patiente de 35 ans de son fibrome, qui ne repoussera plus, lorsqu'il aura de nouveaux fibromes, quand ils mettront 20 ans, la patiente aura déjà 55 ans. Donc en fait, nous estimons qu'avec la radiologie interventionnelle, nous n'avons pas de récidive. Quand nous faisons le traitement, c'est une bonne fois pour toutes. Alors comment cela se fait? Trois mots simplement. Il faut dire qu'on n'a pas besoin, pour parler très simplement, on n'a pas besoin d'ouvrir le ventre, on ne fait pas d'incision chirurgicale, on n'a pas besoin de faire des transfusions sanguines non plus, et on n'a pas besoin surtout d'endormir les patientes. Les patientes ont très peur, entre guillemets, de l'anesthésie générale. Nous faisons ce traitement sous anesthésie locale. C'est-à-dire que pendant que nous traitons la patiente, elle est éveillée, elle nous entend, elle peut nous poser des questions et on est en mesure de lui répondre. Et ça prend combien de temps? 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes quand tout se passe bien, nous disons dans notre jargon, quand nous avons des artères utérines généreuses, quand elles s'offrent à nous, parce qu'il faut qu'on ait les artères utérines à travers lesquelles nous allons mettre des petites particules, les traitements, pour boucher tous les vaisseaux qui alimentent, qui nourrissent ces fibromes-là. Donc en 45 minutes, dans les cas les plus heureux, mais on peut aller jusqu'à 2 heures de temps quand nous avons des difficultés pour avoir ces artères que vous voyez défiler là. D'accord. Alors, le coût, je voulais parler du coût. Est-ce que toutes les femmes peuvent, se permettre de faire de l'embolisation? Non. C'est malheureusement le coût qui est très prohibitif. C'est le coût qui fait que malgré le nombre important de patientes que nous avons en consultation, après 5 ans, nous n'avons pu traiter que 200 patientes. Le coût est assez élevé, mais il faudrait surtout voir l'aspect, les avantages, en sachant que c'est une hospitalisation de 3 jours, qu'au bout de 7 jours, la patiente peut reprendre toutes ses activités professionnelles. Le coût est très élevé parce que les particules, les médicaments que nous prenons pour traiter sont très très chers. Et tout doit être importé. Voilà, donc le coût est assez élevé. Nous en discutons souvent avec les gynécologues. Une myomectomie va dans l'ordre de 800 000 à 1 million de francs. Pour l'embolisation, il faut en prévoir 2 à 3 fois plus. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour justement permettre, pour revoir le coût, pour baisser le coût et permettre à toutes les femmes de pouvoir le faire? Nous aurions bien aimé vous répondre oui. Mais les particules, les médicaments dont nous avons besoin pour le traitement ne dépendent pas de nous. Et c'est vraiment, quand nous rencontrons les distributeurs, ils estiment que nous n'en faisons pas assez pour que cela puisse jouer sur le coût. Et du coup, on a du mal à avoir beaucoup plus de patients puisque le coût reste toujours élevé. Ce qu'il faudrait faire, étant donné que les fibromes utérins constituent un véritable problème de santé publique, c'est faire en sorte que le ministère de la Santé prenne cela, voit ce qu'il faut faire et prenne cela en charge, ce d'autant plus que le traitement, la modalité, la façon de traiter les fibromes peut nous aider également à prendre en charge les hémorragies de la délivrance. C'est-à-dire que faire en sorte, on arrive à mettre cela en place, faire en sorte que les femmes ne perdent plus la vie en donnant la vie. C'est la même technique et ça reviendra nettement moins cher de pouvoir faire cette technique-là. Donc ce que nous espérons, c'est que le ministère de la Santé publique puisse prendre ce sujet à bras le corps et savoir que les fibromes utérins sont vraiment un véritable problème de santé publique. Je pense qu'il faut également faire appel aux partenaires. Oui, tout à fait. D'accord. Espérons que ce message soit entendu. Alors, quels sont les avantages, professeur Guillet, les avantages de l'embolisation? Les avantages de l'embolisation sont nombreux.
Vous avez parlé de conserver l'utérus. Oui, ça c'est le plus gros avantage. Nous, généralement, nous, chirurgiens, gynécologues, quand on adresse la patiente pour l'embolisation, on l'adresse parce qu'il y a des indications. Une des indications qui constitue un avantage de l'embolisation, c'est que quand le gynécologue pense qu'il y a un risque d'enlever l'utérus et que donc que la technique chirurgicale va être plus compliquée, et il préfère l'adresser pour l'embolisation. Parce que l'embolisation, elle est bien expliquée, va permettre de réduire ces fibromes-là et on garde l'utérus. Quand un chirurgien pense qu'il y a un risque hémorragique qui est très très important, très élevé, on peut aller vers l'embolisation parce que là-bas on ne saigne pas. Hein? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que des avantages, mais il y a beaucoup d'avantages, mais on tient compte donc des avantages et des inconvénients pour dire quand il faut opérer ou bien quand il faut passer à l'embolisation. Alors, pour Yapo, une femme qui a été embolisée a des chances certaines d'avoir un enfant. Tout à fait. Puisque l'utérus est conservé, oui, c'est le but. D'accord. Conserver son utérus et puis pouvoir pour procréer par la suite. D'accord. Alors, entre vous, radiologues et chirurgien gynécologue, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour qu'il y ait plus d'embolisation pour permettre aux femmes de conserver leur utérus? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un travail qui doit se faire de façon multidisciplinaire. Et pour preuve, mon premier travail, ma première étude qui a été faite sur la fertilité après embolisation, c'est le professeur Guillet qui m'a fait venir un de ses élèves. Et ensemble, nous avons fait ce travail pour voir qu'après l'embolisation, comparativement aux myomectomies, au traitement chirurgical des myomes, qu'il y a des patients qui peuvent avoir des enfants et qu'on en a eu, qui en ont eu des enfants, 1 à 2 grossesses pour certaines. Donc c'est quand même une technique qui est là depuis quelques années, mais dont on doit faire la promotion. Ah oui. Ah oui, et en accord, bien évidemment, avec les gynécologues. Pour ce qui est. Voilà. Oui, bien sûr. Quand quelque chose marche, il faut faire la promotion. Il y a beaucoup qui ne savent pas, donc ils vont aller à l'hystérectomie. Et une fois qu'on enlève l'utérus, comme je disais, on ne peut plus faire d'enfants normalement. Et donc, s'il y a le futur là, il y a la possibilité de garder l'utérus. Et comme les techniques de prise en charge pour la fertilité s'améliorent, on peut, chaque fois qu'on a l'utérus, on peut augmenter les chances de ces femmes-là d'avoir un enfant après. D'accord. Alors, certainement la dernière question, est-ce qu'on peut prévenir les fibromes? Oh non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a une éventualité, est-ce qu'il y a une possibilité? Non, la prévention, pour le moment, il n'y a pas de traitement préventif. Non, à moins qu'on vous enlève l'utérus très tôt. Ce qui n'est pas conseillé. D'accord. Donc, on ne peut pas prévenir. D'accord. En tout cas, c'est une belle occasion. Quel appel on peut lancer aux femmes, professeur Yapo? Dire à toutes les femmes en âge de procréer de ne plus trop craindre les fibromes. Il y a une panoplie de traitements et parmi ces traitements, il y a l'embolisation des fibromes utérins qui se fait avec beaucoup d'avantages. Il faudrait qu'elles puissent consulter leur gynécologue et puis que progressivement qu'elles puissent se rendre compte. C'est très simple, il suffit d'aller sur Internet, Internet et puis savoir de quoi il s'agit. Hein, et si elles veulent vraiment en savoir plus, mais qu'elles viennent aussi à CHU de Treichville. Il y a l'équipe du professeur Guillet et puis il y a mon équipe moi-même au service de radiologie. Nous travaillons vraiment de concert et nous pouvions leur expliquer ce qu'il en est exactement, les avantages de l'embolisation des fibromes utérins qu'on dit EFU, qu'on appelle EFU. Très simplement. Très simplement. Professeur Guillet? Je pense que c'est une technique qu'il faut promouvoir, hein, même si elle existe depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des barrières liées au coût, mais on peut essayer de voir comment voir aussi avec les assurances pour que les patientes puissent bénéficier de cette technique-là. Quand la technique est là, je pense qu'on doit tout faire pour en profiter. Donc pour moi, je diffuse déjà. Chaque fois que j'ai des patientes où je vois que la chirurgie n'a plus de place, je l'envoie chez le professeur Yapo. Et à nos différents congrès, on en parle. Donc on est en train de, par ces canaux-là, en train de ventiler l'information, de vulgariser la technique. Et je pense que d'ici quelques années, et puis avec votre recours aussi, les médias, il faut en parler pour dire qu'il y a des technologies qui avancent, il y a des choses qui sont possibles.
On n'est pas obligé forcément d'enlever l'utérus à une femme parce que ses fibromes sont monstrueux, parce qu'elle saigne beaucoup. Voilà. En tout cas, on retient qu'aujourd'hui, les femmes peuvent conserver leur utérus grâce à l'embolisation des fibromes utérins et bien d'autres traitements révolutionnaires dont vous avez parlé, professeur Gué. En tout cas, grand merci à vous, professeur Gué. Je rappelle que vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Treichville. Merci d'être venu. Merci. Professeur Paulette Yapo, professeur titulaire en radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale. Vous êtes chef de service de radiodiagnostic et imagerie médicale du CHU de Treichville. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, vont permettre à toutes les femmes de pouvoir, n'est-ce pas, ne plus souffrir des fibromes et avoir un enfant. Prenez soin de vous, je vous retrouve la semaine prochaine.